En 1982, les lois Auroux ont limité le contenu du règlement intérieur à 3 domaines: la discipline, l'hygiène et la sécurité. Depuis, le contenu du règlement intérieur a évolué et s'est enrichi notamment pour renforcer la prévention de certains comportements. Quel est désormais le contenu du règlement intérieur? Toutes les entreprises sont-elles concernées? Comment et par qui est-il conçu? C'est ce que nous allons voir. Bonjour, c'est Honorine et aujourd'hui je vais vous présenter le règlement intérieur, un épisode d'une série consacrée au droit du travail. Depuis le 1er janvier 2020, l'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins 50 salariés pendant 12 mois consécutifs. Le seuil était auparavant fixé à 20 salariés. Les entreprises et établissements concernés par cette obligation sont les employeurs de droit privé et les établissements publics à caractère industriel et commercial. Précisons que l'établissement d'un règlement intérieur, sans être obligatoire, est toujours possible dans les entreprises de moins de 50 salariés. Dans ce cas, ces entreprises doivent respecter toutes les règles du Code du travail qui concernent le règlement intérieur. Tous les salariés qui sont liés à l'entreprise par un contrat de travail sont soumis au règlement intérieur de cette entreprise. Notons un cas particulier: les travailleurs intérimaires sont soumis au règlement intérieur de l'entreprise utilisatrice pour les règles en matière d'hygiène, de sécurité et de discipline. Cependant, l'entreprise utilisatrice ne pourra pas exercer son pouvoir disciplinaire qui reste à la main de l'entreprise de travail temporaire. Le Code du travail encadre le contenu du règlement intérieur aux articles L. 1321-1 et suivants du Code du travail. Il précise quelles sont les clauses obligatoires et quelles sont les clauses interdites. Parmi les clauses obligatoires, il est intéressant de relever les dernières évolutions législatives. Ainsi, la notion d'agissement sexiste a été ajoutée par la loi du 8 août 2016. Et c'est plus récemment, avec la loi du 21 mars 2022, que les dispositions concernant la protection des lanceurs d'alerte ont été ajoutées. La rédaction des règles concernant la discipline doit être rigoureuse sous peine de contraindre par la suite le pouvoir disciplinaire de l'employeur. En effet, un employeur ne peut prononcer une sanction qui ne figure pas dans les règlements intérieurs. Ces sanctions doivent être précisément définies. Ainsi, si le règlement intérieur prévoit la possibilité de prononcer une mise à pied, la durée maximale doit être précisée. Avant de passer en revue les clauses interdites, précisons que le Code du travail permet à l'employeur, dans des cas limités, d'inscrire le principe de neutralité dans le règlement intérieur. Cette clause de neutralité, qui restreint la manifestation des convictions des salariés, doit être justifiée et proportionnée au but recherché. Sur ce sujet, l'affaire Babylou a fait grand bruit. Le 24 octobre 2014, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu un arrêt dans lequel elle a estimé que le licenciement d'une salariée portant le voile motivé par le non-respect d'une clause de neutralité prévue par le règlement intérieur était justifié. Passons maintenant aux clauses interdites par le Code du travail. Il s'agit des clauses contraires aux lois, aux règlements, aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Des clauses restreignant les libertés individuelles ou collectives qui ne seraient pas justifiées ou proportionnées au but recherché. Ou encore des clauses discriminatoires liées par exemple à l'appartenance ethnique ou religieuse, à l'état de santé, au handicap ou encore au sexe du salarié. Pour conclure ce point sur le contenu, parlons maintenant des notes de service et autres documents pouvant être joints au règlement intérieur. On pense par exemple au code de conduite mis en place dans certaines entreprises à la suite de la loi Sapin II sur la lutte anticorruption. Le Code du travail indique que pour être considéré comme une adjonction au règlement intérieur, ces notes doivent comporter des obligations générales et permanentes dans les matières dévolues au règlement intérieur. Elles doivent être adoptées selon la même procédure que le règlement intérieur pour être opposables aux salariés. Le Code du travail prévoit une exception en matière de santé et sécurité. Lorsque l'urgence le justifie, l'employeur peut faire une application immédiate d'une note contenant des règles en la matière. Ces prescriptions doivent être transmises immédiatement et simultanément au secrétaire du comité social et économique et à l'inspection du travail. Le règlement intérieur est rédigé par l'employeur et en français.
L'employeur doit soumettre le règlement intérieur à l'avis du comité social et économique ou CSE. À défaut, le délit d'entrave peut être caractérisé. Cela signifie que même si le règlement intérieur n'est pas approuvé, l'employeur peut l'appliquer en l'état. La date d'entrée en vigueur du règlement intérieur a son importance car c'est à partir de cette dernière que le règlement intérieur est opposable aux salariés. Cette date intervient au moins un mois après l'accomplissement des formalités de dépôt et de diffusion. La date à laquelle la dernière des formalités de dépôt et de diffusion a été accomplie fixe le point de départ de ce délai minimum de 1 mois. Lorsqu'on parle de formalité de dépôt, cela renvoie au dépôt du règlement intérieur auprès du greffe du conseil de prud'homme dont dépend l'entreprise ou l'établissement. Par ailleurs, le règlement intérieur doit être communiqué par tout moyen auprès de toutes les personnes ayant accès au lieu de travail ou aux locaux où se fait l'embauche. C'est la formalité de publicité. Sur ce point, on remarque que le décret numéro 2016-417 du 20 octobre 2016 a opéré une modification. Auparavant, le règlement intérieur devait être affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Aujourd'hui, seule l'obligation de communication subsiste. Parallèlement à ces formalités de dépôt et de publicité, le règlement intérieur et l'avis du CSE doivent être communiqués à l'inspecteur du travail. Toutes ces étapes doivent également être respectées si le règlement intérieur est modifié par l'employeur. Je vous propose maintenant un zoom sur le contrôle du règlement intérieur opéré par l'inspection du travail et les juridictions. Honorine vous l'a indiqué, le règlement intérieur ainsi que l'avis du comité social et économique doivent être transmis à l'inspection du travail qui a 1 mois pour se prononcer. L'inspecteur du travail compétent, qui est celui dans le ressort duquel le siège social de l'entreprise se trouve, va opérer un contrôle des dispositions. En effet, il peut exiger le retrait ou la modification des clauses qui seraient contraires aux dispositions du Code du travail. À titre d'exemple, l'inspecteur du travail peut exiger le retrait ou la modification de dispositions qui seraient contraires à la loi ou à l'accord collectif applicable dans l'entreprise. Ou encore, exiger le retrait d'une clause discriminatoire. La décision prise par l'inspecteur du travail est une décision administrative. Elle est exécutoire immédiatement et peut faire l'objet d'un recours hiérarchique ou contentieux. L'employeur, qui maintiendrait une clause en méconnaissance de la décision de l'inspection du travail, s'expose à des sanctions. L'absence de décision de l'inspecteur du travail dans le délai d'1 mois n'empêche pas l'entrée en vigueur du règlement intérieur. L'inspecteur du travail peut être saisi à tout moment par un employeur qui s'interroge sur la conformité de son règlement intérieur aux dispositions du Code du travail. L'inspecteur du travail, saisi d'une demande en conformité, doit se prononcer dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande. Sa décision est notifiée à l'employeur et communiquée aux membres du comité social et économique. Pour terminer ce zoom sur le contrôle du règlement intérieur, signalons enfin qu'en dehors de l'inspection du travail, le conseil de prud'homme peut aussi être amené à se prononcer. C'est le cas lorsque le règlement intérieur est mis en cause dans le cadre d'un litige individuel. Le conseil de prud'homme peut alors écarter l'application d'une clause relative au contenu du règlement intérieur. Sa décision est adressée à l'inspection du travail et aux membres du comité social et économique. En résumé, nous pouvons retenir que le règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises employant au moins 50 salariés, mais il reste possible dans les entreprises dont l'effectif est inférieur. Ensuite, le contenu du règlement intérieur ainsi que la procédure d'élaboration sont encadrés par le Code du travail. Enfin, le règlement intérieur fait l'objet d'un contrôle de la part de l'administration et, dans certains cas, du conseil de prud'homme. Vous avez apprécié ce contenu et la pratique du droit du travail vous intéresse? Découvrez le métier d'inspecteur du travail, un métier de terrain qui vous permettra de mettre en pratique vos connaissances sur l'ensemble du champ couvert par le Code du travail et bien plus encore. À très bientôt pour un nouvel épisode consacré au droit du travail.